bienvenue à l'émission internationale Vue sur le jazz. Je m'appelle Colette Schreibert, Coco pour les intimes. Pour moi, ça jazz du côté Montréal-Québec. Hey, bonjour, Christine Marion, de la belle ville d'Annecy en France. Vous savez quoi? Je suis la jumelle de Coco. Et pour moi aussi, ça swing grave. Alors, bienvenue, cher Monsieur Pascal Le Goff et cher Jean-Philippe Fanfan. Bienvenue à, j'allais dire à Coco Jazz, mais ici, c'est Vue sur le jazz international avec la fameuse Christine Marion et moi-même, Coco. Salut, merci beaucoup d'être là. Merci de nous accueillir. Ouais, merci pour l'invitation et l'intérêt que vous portez au projet de Jean-Philippe. Ouais. Donc, alors, ce qui est drôle, c'est que moi et Jean-Philippe et moi-même, nous, on est dans la même zone de temps parce que Jean-Philippe, je crois que tu es basé en Guadeloupe. Alors, effectivement, je suis de passage en Guadeloupe, mais effectivement, on est là pour moi, il est 14h et quelques, quoi. C'est ça, la même pour moi. Ouais, et de ce côté-là, eux, c'est le soir chez vous. Ouais, nous, il est 20h04, nous aussi. Hein. On a déjà fait notre journée. Et on allait très tirer, on arrive, on vous rejoint, Bon, alors, on est là pour parler du nouvel album, le tout nouveau-né, le bébé de ce cher Jean-Philippe Fanfan qui est un batteur hors pair. Alors, tu as œuvré comme sideman à la batterie par excellence depuis un bon bout de temps, un bon moment. Et puis voilà que tu nous offres ce super album qui s'appelle Since 1966, 1966, qui est l'année de ta naissance. Tout à fait. En fait, cet album-là, j'ai voulu, ça fait un moment qu'il est pensé, il a mûri. Et donc, j'arrive à un moment où j'ai envie de le partager, quoi. Donc, j'ai enregistré depuis une année dernière. Et c'est un peu toutes mes influences, mon parcours musical, on va dire. C'est un voyage. Qu'est-ce que tu attendais pour le faire? En fait, il y a eu un facteur déclenchant? Non, alors le facteur déclenchement, pour être honnête, c'est le confinement. En fait, je l'ai commencé un petit peu avant le confinement. Et je me suis dit que si on n'était pas confiné, ça aurait tardé, j'aurais pas fini. Je pense que j'y serais encore maintenant dedans. Et là, en fait, le confinement a fait que tout le monde est resté chez soi. Et comme beaucoup d'artistes, en fait, on est resté et on s'est dit, bah voilà, le monde s'arrête. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va devenir? Et ben du coup, c'est là où la créativité a été au summum, quoi. Donc du coup, voilà, j'ai pu vraiment le peaufiner et le terminer. Et dès qu'on a été déconfiné, d'ailleurs, j'ai appelé Pascal pour une session lorsque j'enregistrais avec Manu Katché. J'ai dit, Pascal, viens. Et puis, on a enregistré ça en juin, la fin de l'album au mois de juin 2020. Et puis après, il était prêt dans la même année, quoi. Dis-moi une question. Depuis 1966, ou il faut dire since 1966 ou 1966? Mais j'aime bien, franchement, j'adore quand les gens s'approprient l'album et aussi le titre. Tu vois, là, je suis en Guadeloupe et donc en Guadeloupe, ils ont du mal. Ils disent since. Et du coup, ils le disent en créole, ils disent depuis 1966. Et moi, j'adore. Donc, tu peux le dire en français depuis 1966. Tu peux le dire en anglais since 66. Tu peux le dire en créole depuis 66. Donc, je trouve que c'était très bien que les gens s'approprient cet album. Au contraire, maintenant, c'est lancé dans l'univers, c'est le cadeau. Voilà, c'est cadeau, c'est que du partage, du bonheur et puis voilà. De l'amour. Dites-moi, chers messieurs, parce que donc en dessus on a Pascal sur la galerie, on a Pascal donc qui est booker et manager, waouh, des grosses fonctions et aussi président de festival. Tous les deux, c'est quoi votre histoire là? Parce que c'est aussi une grande amitié, je crois, du boulot et de l'amitié. Oui, je vais parler de ça justement pour parler de notre première rencontre. Alors Jean-Philippe, il fait beaucoup de scènes, il fait plein de concerts, et moi c'est quelqu'un que moi qui ai fait un petit peu de batterie plus jeune, ben forcément les bons batteurs on les remarque, on les suit, et j'étais à côté de Lyon, il y a un festival qui s'appelait à l'époque Fort en Jazz à Francheville, et je m'étais aperçu que Jean-Philippe accompagnait
Tania Maria, qui est une chanteuse brésilienne que bien sûr que vous connaissez. Oui. Et du coup, moi qui connaissais très très mal à cette époque-là Tania Maria, je me dis bah tiens c'est l'occasion de découvrir son univers et de voir sur scène un batteur que j'apprécie. Et à l'issue de ce concert, je me suis rapproché de Jean-Philippe qui était en train de ranger son matériel. Et puis on a discuté et puis on s'est voilà, moi j'ai trouvé le personnage super sympa et on s'est revus juste après, pas très longtemps après, au concert de Manu Katché qui lançait son premier album de jazz justement. Enfin, l'histoire est belle. Et puis on a comme ça gardé quelques contacts. Il est venu sur Lyon pour faire des enregistrements de temps en temps. Et puis voilà, l'amitié est née à ce moment-là. Et voilà, c'est quelqu'un de sensible, de généreux. Et voilà, donc il est à la fois un très grand batteur et un très grand mec. Et il me donne, voilà, il me donne de l'amitié depuis cette époque-là. Et c'est voilà que du bonheur. Et puis maintenant, c'est vrai j'ai la chance de travailler avec lui pour essayer de développer sa carrière solo, quoi, puisque moi, jusqu'à présent, c'était plutôt un sideman. Et puis, voilà, c'est fait en bonne intelligence, en toute amitié, avec un album que bien sûr, c'est son bébé, mais en tout cas, on se l'approprie un petit peu. Et c'est vraiment un album magnifique. Donc, bien sûr, on va pas forcément me croire, mais c'est un album que j'aurais quoi qu'il arrive acheté et que j'écoute des tas de fois. C'est le premier à ton nom, Jean-Philippe? C'est le premier à ton nom? Tout à fait, c'est mon premier, effectivement. Voilà, ça fait longtemps que c'était dans ma tête, on va dire, mais que dans ma tête. Et souvent, les gens m'appellent pour dire, bah voilà, tel morceau c'est comme ça, tu vas jouer comme ça. Donc, je suis un peu dirigé, quoi, dans une direction musicale. Et là, j'ai inversé les rôles et j'ai adoré ça, quoi. J'ai adoré cette fois-ci changer de rôle en me disant, voilà, moi, je sais exactement ce que je veux entendre. Donc, comment on associe, voilà, le musicien, la musique. Et puis, non, je suis très, très content. Et je vais rebondir sur ce que dit Pascal parce que il est aussi à l'origine aussi un petit peu de quelque part de ma carrière dans le sens où un jour, dans son festival, Pascal me dit, tu sais, ça serait bien que tu aies une carte blanche. Et puis, à chaque fois, ça se faisait pas. Et puis, ça s'est fait finalement. Et à l'issue de ce concert, eh ben, ça m'a donné aussi envie la sensation que ça m'a procuré, c'est un bien-être de voir les gens. Il y avait du monde et tout. Les gens me disent, alors, quand est-ce qu'il y a un album? Quand est-ce que vous faites des choses? Et à l'issue de ce concert, j'ai dit à Pascal, tu sais, c'est déclencheur pour moi. Donc, du coup, voilà, ça a été le déclenchement aussi, quelque part pour aller au bout de cet album, en tout cas l'enregistrer et que ça soit diffusé. Et voilà, c'est vraiment Pascal a une grande histoire, en plus d'une histoire d'amitié, une grande histoire dans ma carrière, voilà, qui commence, on va dire, en tant que sideman. Oh ben voyons. Grâce à la carte blanche. Exactement. Bah oui, la sacrée pandémie. Et aussi. Lorsqu'on aime les batteurs, on est toujours un peu frustré de les voir au fond d'une scène. Voilà, il y a que nous qui les regardons et on est un peu frustré et on se dit toujours, mais si on enlevait la batterie, il se passerait quoi? Il se passerait des fois pas grand-chose. Et je dis, ben voilà, l'idée c'est de mettre aussi le batteur un peu en avant parce que je sais qu'il a souvent beaucoup d'idées, le batteur. Et puis, ben, c'est le cas de Jean-Philippe qui avait pas forcément qui avait l'idée de le faire, mais qui avait pas pris l'initiative de le faire. Et puis voilà, donc effectivement, le concert qu'on a organisé à Francheville avec cette carte blanche, ben, ça a été un déclencheur, mais quelque part, il l'avait au fond de lui. Et après, il n'a pas fallu le pousser beaucoup pour sortir cet album. Voilà, et c'était. Mais en tout cas, oui, il y a le batteur pour moi est un musicien important dans un band et ben ça se prouve. Moi, j'ai acheté beaucoup d'albums de batteurs. C'est un gros moteur le batteur quand même. Hein, c'est un gros moteur. Ouais, c'est les fondations d'une maison. Si les fondations sont pas bonnes, ben, le groupe il est un peu. Donc c'est les fondations, on va dire. Ouais. Moi j'ai une question pour Jean-Philippe. Justement, la composition. Une fois que tu as eu la carte blanche, la composition, c'est venu facile pour finir ça? La composition, j'avais des idées. Comme beaucoup de musiciens, on a pas mal d'idées, ça fuse un peu. Mais après, pour que ça soit abouti, c'est vrai que ça m'a pris un peu plus de temps. Heureusement, j'ai un ami, Thierry Vaton, qui est pianiste
Et au début, je suis venu avec mes idées un petit peu éparpillées, on va dire. Et lui, comme il est pianiste, donc il m'a dit attention, tiens, fais pas ça. Moi, je suis pas pianiste, donc il m'a dit fais tel accord, tiens, on va faire ça. Donc on a fait des pré-maquettes chez lui. Et après, c'était déjà un peu plus structuré. Et à partir de ces maquettes, j'ai continué à avancer, quoi. Donc heureusement, je suis très très bien entouré. Et j'avais un challenge parce que pendant le confinement, Pascal me dit, tu sais, ce serait pas mal que tu fasses un duo avec Manu Katché. Je dis, ouais, ok, j'ai pas le morceau. Et donc, je me suis dit, il m'a dit, tu vas le faire, quoi. Du coup, il fallait que je fasse un morceau rapidement, je savais pas trop et tout. Et puis finalement, petit à petit, j'ai commencé à bosser et j'ai adoré, quoi, construire le morceau. Et une fois que Manu a posé les batteries, on a posé les batteries ensemble, on était vraiment un en face de l'autre. C'est une très belle session. Eh ben, ça y est, ça a pris forme, ça y est. Parce qu'il faut savoir, quand on enregistre, même si on a l'idée de départ dans la tête, mais lorsque les bons musiciens arrivent, tout d'un coup, le morceau, c'est plus le même. Dans le vol, oui, il y a une explosion. L'interprétation c'est rien à voir, quoi. Tout d'un coup, je me demandais pourquoi Manu Katché était là. J'ai dit, coudonc, pourtant, ça manque-tu de punch dans sa section rythmique? Non, mais c'est un ami et c'est vrai que le lien, encore une fois, c'est Pascal. Parce que pendant le confinement, on s'est fait un espèce de Zoom à 3. Et puis, j'ai proposé, quoi. Enfin, Pascal avait proposé à Manu. Et donc, j'ai insisté, j'ai demandé. Et du coup, il m'a dit, mais oui, mais bien sûr, avec grand plaisir. Dès qu'on est déconfiné, bloque la date en studio, on va le faire. Et c'était une journée, Pascal, on pourrait en témoigner. C'était une très, très belle journée d'échange, de partage et de musique, quoi. Qu'est-ce qui te fascine chez Manu Katché? Pourquoi Manu Katché? Alors déjà, Manu, il a une vraie signature lorsqu'il joue. C'est un musicien hors pair. Quand je dis musicien, c'est pas seulement batteur. C'est-à-dire qu'il joue excellemment bien la batterie, mais ça va au-delà de la batterie. C'est de l'esthétisme. C'est-à-dire que quand il joue, on sent vraiment, ça serait comme un peintre et qui tout d'un coup, qui a un coup de crayon et tu dis, ah oui, le coup de crayon final, eh ben voilà, le coup de pinceau final, c'est ça. Manu, c'est ça. Qu'est-ce qui s'accorde bien avec toi alors? Pardon, j'ai pas entendu. Je dis, qu'est-ce qui s'accorde bien avec toi? Parce que toi aussi, tu racontes des histoires. Ah ben justement, on va dire que dans ces sessions, on était deux conteurs. Et donc lui, il avait son histoire et moi j'avais mon histoire. D'ailleurs, ce morceau, il s'appelle, juste pour la petite histoire, il s'appelle Left to Right. Donc pourquoi Left to Right? En fait, droite à gauche, parce que en fait, on a mixé les deux batteries. C'est pas évident de mixer deux batteries en même temps. Donc moi, je suis à gauche, Manu Katché est à droite. Donc on a fait vraiment, quand on tourne le bouton de balance, on peut vraiment entendre les deux batteurs. Et au milieu, pour tout ça, pour centraliser tout ça, j'ai commencé le morceau par un rythme de gros K. Gros K, c'est les rythmes traditionnels de la Guadeloupe. C'est un rythme qui s'appelle le lait rose. Et j'ai demandé à un vieux monsieur qui s'appelle Roger Raspail, pas si vieux, mais il joue ça comme les anciens. Et donc, il a joué le tambour vraiment à l'ancienne, le rythme lait rose. Et donc voilà, ça commence comme ça tout doucement. Ça fait une espèce de lait rose. Alors du coup, Manu me dit bon, je vais essayer de faire un samba reggae à la batterie. Et du coup, ça fait un nouveau style, une espèce de lait rose reggae, quoi, un mélange entre la Guadeloupe et la samba et le reggae. En fait, tu es à la base de quelque chose. Moi, j'ai souvent vu jouer Franck Nicolas qui a créé le K, là, le jazz K. Alors, tu crées des nouvelles vagues de jazz, là. Alors, je sais pas si j'ai la prétention d'en créer, mais en tout cas, c'est vrai que je vais chercher. Et justement, tu parles de Franck Nicolas. Quelle est la personne à qui j'ai pensé en premier dans cette espèce de création, les roses, reggae, tout ça? C'est Franck Nicolas. Donc, il est venu, effectivement, il est venu avec son conque à avec le coquillage. Voilà, le coquillage. Donc, c'est incroyable. Donc, dans la session, il était là, il soufflait avec le coquillage et après, il prend la trompette. Et donc, j'étais super content de Franck Nicolas. Et dans la mélodie aussi, ça avait changé parce qu'à un moment donné, j'ai fait une mélodie un peu plus simple. Il m'a dit non, mais ça fait plus les roses. Donc, il a changé un peu quelques petites notes et l'ensemble, je suis très content de ce titre-là aussi. Coco, est-ce que Québec, Canada, je sais que vous êtes un pays sensible au jazz aussi et aux influences aussi caribéennes, tout ça, et des îles. Et comment tu ressens la chose, toi, quand tu entends tous ces rythmes pour une culture outre-Atlantique, tu vois? Ah, mais moi, j'adore parce que justement, ça réchauffe. On a besoin de ça au Canada. Hein? On a l'hiver. Ici, plus de 6 mois, il y a plein de places où il fait très froid tout le temps. Donc, dès qu'on a la chance d'avoir, des sons qui sont venus d'ailleurs, on apprécie beaucoup. Mais même moi, on a un festival de Nuit d'Afrique ici à Montréal qui est très, très, très couru et connu.
on a des grands noms qui viennent à chaque année. Donc, oui, c'est très couru, le jazz métissé ou la musique venue des quatre coins du monde. Parce qu'on n'appelle plus ça la musique du monde. Ouais. Ils ont changé le terme. Dis-moi, Jean-Philippe, c'est quoi le chant des mornes de la Martinique? Alors, en fait, en Martinique, il y a un musicien emblématique qui s'appelait Eugène Mona. Et donc, c'est un musicien qui jouait de la flûte bambou. Et donc, il vivait un peu, on va dire, dans le village, quoi. Donc, il avait une musique vraiment très, très traditionnelle de la Martinique. Et j'ai la chance de connaître son fils qui s'appelle Max Mona. Donc, je voulais faire un mélange. Quand on dit le chant des mornes, j'ai voulu l'appeler. Et lui, il a cette tradition de jouer avec la flûte bambou. C'est vraiment, ils ont une façon de jouer la flûte un peu différente que une flûte bambou traditionnelle, quoi. Et j'ai voulu justement mettre dans cet album-là des gens qui ont des vrais univers. Et Max Mona, donc le fils d'Eugène Mona, a un vrai univers. Et lorsqu'il est venu, il a joué c'est dans le premier morceau qui s'appelle Canary Conakry. Et il commence cette flûte. Et tout de suite, je trouve que ça a posé l'album. Il y a combien de morceaux dans l'album? Il y a une progression? Alors, il y a 9 morceaux. Et oui, je pense qu'il y a une progression. C'est assez rythmé, mais en même temps, il y a des ballades. Donc, j'ai un ami batteur, il m'a dit, mais pourquoi t'as mis une balade parce que dans mon album? Parce que voilà, moi, je pense que quand on fait un album, on est à nu. Quand on est à nu, on se dévoile. Et quand on se dévoile, moi, j'ai aussi cette sensibilité où j'aime aussi de temps en temps la mélodie, le côté un peu, un peu tout doux. Voilà, c'est un peu toutes mes facettes, en fait. Donc, voilà, je vous avoue, je me suis mis à nu, oui. Et comment des Caraïbes, on arrive à des influences new-yorkaises? Alors, en fait, pourquoi? Parce que j'ai Allen Hoist, qui est un musicien incroyable, new-yorkais. Et à un moment donné, il y a un morceau qui s'appelle OAPG. Donc, il y a un côté un peu gospel OAPG. Et je dis à Allen, il s'appelle Allen Host. Je dis, écoute, voilà, j'ai ce morceau-là, mais je trouve qu'il n'est pas assez happy. Et il m'a dit, ok, je vais réfléchir. Donc, je vais passer le morceau. Il a écouté. Et lorsqu'il a mis ses voix, en fait, il fait un scat. C'est une espèce de scat. Et je lui ai dit, waouh, ça y est, ça m'a donné le smile, le sourire, quoi. Et lui, il m'a donné le côté happy. Et le côté New York, c'est que il y a un côté à New York où tout est possible. Quand on va à New York, tout est possible. Et quand il est arrivé, Alan, avec cette culture, parce qu'il est né à Harlem, il a un côté, il est arrivé au studio et il y avait ce côté où je tente des choses, tout est possible, on y va, quoi. New York, c'est ça, quoi. Et là, American Dream. Voilà, il y a un côté où je me suis dit, voilà, en fait, je pensais que sur quelque chose et lui, il est parti sur autre chose. Et c'est pour ça que je dis que voilà, ça, c'est New York aussi. Et ça me correspond aussi dans le sens où j'ai eu la chance d'aller souvent aux États-Unis. Et du coup, je reconnais ça dans ce côté où on tente des choses, tout ça. Et moi, c'est complètement dans ma philosophie, même en tant qu'antillais, français, peu importe. J'aime cette philosophie où on tente des choses. Franchement, avec cet album, je me suis mis je suis sorti de ma zone de confort et j'en suis pas mécontent. Coco, tu as une question? Oui, une question plutôt. On a déjà mentionné Manu Katché, aux percussions Roger Raspel, oui. Aussi le piano de Thierry Vaton. Et je vois ici que tu as vraiment plusieurs pianistes, dont Janicette McPherson. Tout à fait. On a fait une entrevue avec ma copine. Ah, génial! Vous avez vu comme elle est géniale. Oui, toute une chanteuse aussi. Ouais, alors c'est une super chanteuse, une super pianiste. Et ce que j'ai aimé d'ailleurs, en plus qu'elle soit excellente, c'est-à-dire que j'avais envie dans cet album qu'il y ait une sensibilité un peu plus féminine, quoi. Moi j'adore jouer avec des femmes dans le sens où les femmes, quand elles jouent d'un instrument, elles ont une sensibilité, ça va plus chercher dans la profondeur, on va dire. Les hommes, c'est un peu, allez, je vais te montrer comment je joue. Non, mais messieurs, je suis sûr que vous avez une grande part féminine en vous. Exactement, mais on le cache. J'avoue qu'on le cache. Et c'est vrai que Janicette, dans sa sensibilité, la façon de mettre les accords, tout ça, et elle me touche énormément. Donc, je suis vraiment un très grand fan de cette pianiste, chanteuse.
Mais en plus, quand elle est venue avec le smile et puis elle m'a dit tiens, je vais tenter ça. Et elle a joué divinement bien comme d'habitude, quoi. Donc je suis tellement ravi d'avoir. Orgamon ou piano? Pardon? Orgamon ou piano? Non, piano et Fender Rhodes. Voilà. Il y a pas l'orgue, c'est Stéphane Patrick, qui est un organiste qui est connu en France, et donc lui, il a fait l'orgue dans OAPG. Qu'est-ce que tu ressens quand tu joues avec quelqu'un comme Alain Jean-Marie et quelqu'un comme Mario Canonge? C'est différent. Alors là, tu as cité Tu l'as pas avec Alain Jean-Marie, mais pas Mario Canonge. Mais toi, en tant que batteur, qu'est-ce que tu ressens? Alors, Mario, c'est quelqu'un, c'est un ami déjà. Et Mario, on a joué tellement ensemble que on peut jouer les yeux fermés, on peut jouer à 100 km, 1000 km de distance. Dès qu'on joue, peu importe la distance, tac, ça va être le truc va repartir ensemble. C'est-à-dire que on a joué tellement ensemble. Donc Mario, c'est comme la famille, c'est un frère, voilà, ça c'est clair. Alain Jean-Marie, parce qu'il est de notre génération déjà, Alain, quand tu joues avec Alain, on sent une espèce de maturité dans le sens où tu sais que on peut dire ça aux Antilles, on appelle ça les grands-papas. Les grands-papas, ça symbolise quand tu joues, tu vas dire bon, je vais pas jouer, je vais faire attention à ce que je fais, je vais pas faire n'importe quoi. Il y a le respect des aînés, quoi. Et Alain Jean-Marie, lorsqu'il joue, il a ce côté-là où on a un respect, quoi. Donc Colette, Coco, dans 10 ans, on est des grandes mamas, t'es au courant quand même. Pascal, Oui. tu as vu tous ces musiciens. Dis-nous un petit peu ton ressenti en tant que batteur éclairé et puis fan de ce batteur actuel. Et puis dis-nous un petit peu ce qui émane de tous ces musiciens que tu as vu jouer avec Jean-Philippe. Moi, je voulais reparler de la séance effectivement que Jean-Philippe m'a permis de vivre avec Manu Katché en studio à Paris. Évidemment, quand on a fait un peu de batterie et qu'on se retrouve dans un studio avec ces deux artistes, ces deux phénomènes, on va trouver ça normal, mais en fait, on est très impressionnés. Et pas seulement parce que c'est deux grands noms de la musique, mais parce qu'on prend un peu de recul et puis on les regarde bosser et on se dit, OK, on comprend pourquoi ils sont là et pourquoi ils sont à ce niveau. C'est-à-dire que ça bosse incroyablement vite. Ça rentre dans le détail, mais immédiatement, ça se connecte très vite entre les deux. Effectivement, comme le disait Jean-Philippe tout à l'heure, ils étaient deux batteries, l'une en face de l'autre. Et il a fallu trois enregistrements pour qu'il y ait au bout ce qu'on entend sur l'album. Et d'un seul coup, mais des fois, ils ont, je dirais chipoté, mais ils ont discuté des fois sur des choses qu'on n'entend même pas. Mais ils étaient d'accord. Ils étaient d'accord. Alors on disait, bon, moi je me dis, s'ils sont d'accord, c'est qu'ils ont entendu un truc qui allait pas. Et puis voilà, et ça va vite. Est-ce que c'est des batteurs qui font un désert de coups pour un océan d'idées? C'est joliment dit. Après, je vais répondre. Est-ce que c'est des batteurs aériens? Oui, Manu, oui. Moi, je ne sais pas. Peut-être je suis aérien et peut-être. Peut-être tu es un grand batteur chantant aussi, sûrement. Ah oui, moi j'adore. Moi, je sais Il y a le batteur chantant. Oui. Non, mais j'adore. Moi, je trouve que le chant est tellement, c'est un instrument, le chant. Donc, d'ailleurs, sur l'album, j'ai tous les chanteurs et chanteuses. Le mot d'ordre, c'était utilisez votre voix comme un instrument, surtout pas comme un chanteur en disant voilà, je vais dire un texte. Non, au contraire, allez-y, pensez comme un instrument. C'est un album instrumental. Donc, avec. Tu as pris de voix parce que Coco, elle aime beaucoup Janicette, hein, Coco. Oui, mais quand même, sur cet album, tu as 6 vocalistes, là. Oui, exact. Comment tu as fait tes choix? Alors, suivant le morceau, en fait. Voilà, je sentais que c'était les bonnes personnes, le bon casting, on va dire. Donc, lorsque j'ai le dernier morceau de l'album qui s'appelle Une lueur d'espoir, pareil, qui a été fait pendant le confinement, parce que quand le monde s'est arrêté tout d'un coup l'année dernière, on s'est dit, mais qu'est-ce qui est… Voilà, on n'a plus d'espoir, quoi. Le monde s'arrête, on a l'impression d'être en guerre mondiale, quoi.
Et pour un tout petit virus qui est minuscule, qu'on ne voit pas. Et donc, du coup, voilà, ça m'a donné cette inspiration, en tout cas, une lueur d'espoir. Et Anne Silla, j'ai pensé à elle et je me suis dit, le morceau était instrumental. Je me suis dit, ouais, ça manque quand même de quelque chose qui puisse ouvrir parce que la voix peut vraiment ouvrir. Il y a l'espoir dans la voix, quoi. Et donc, j'ai pensé à Anne Silla qui a accepté. Tu l'avais rencontrée où, Anne? Parce qu'elle est de chez Anne Silla, c'est une des finalistes de The Voice en France, The Voice. Oui. Donc, du coup, voilà, comme j'ai travaillé beaucoup sur The Voice en France, j'ai beaucoup de gens que j'ai croisés. Et une rare jazz woman à être là, quand même. Voilà. Et en plus, ce qui est bien avec Anne Silla, c'est qu'elle est incroyable, c'est que même si elle a fait The Voice de la variété, mais elle a cette culture jazz et elle est incroyable en jazz. Tu lui mets, elle a fait des concerts avec Jackie Terrasson d'ailleurs. C'est-à-dire qu'Anne Silla, elle est tellement extraordinaire. Non, elle est fabuleuse. Elle avait fait un duo une fois, je crois, c'était au Victoire de la musique, ou je ne sais où. Voilà. Intéressant. Une voix très particulière, Janicette, voix très particulière. Qui c'est qui chante encore sur l'album? Alors, donc il y a Janicette, il y a Anne Silla, Allen Host que j'ai cité, il y a comment s'appelle Max Mona, donc le fils de Jeanne Mona qui fait un petit peu des voix un peu martiniques, un peu un peu des voix d'homme. et Olisa Zamati qui est une chanteuse qui est de Côte d'Ivoire mais qui chante en bambara, donc la langue de la Guinée qui est parlée en Guinée-Conakry. Et Olisa, pareil, a une voix extraordinaire. Lorsqu'on a fait la session entre Max Mona avec la flûte et Olisa, ah non, mais c'était, moi j'en parle encore, j'ai les frissons, quoi. Parce que ça, c'est encore un moment gravé, et heureusement, il est gravé sur cet album, mais en tout cas, un moment magique, quoi. Mais ça va aller au Canada, ça. Ah bah oui. Il y a aussi René Geoffroy sur. Alors, et René Geoffroy, j'avais oublié. Alors René, lui, c'est un spécialiste. Alors en Guadeloupe, je parlais tout à l'heure en Guadeloupe des rythmes de gros cas, qui est les rythmes traditionnels de la Guadeloupe. Ouais. Et nous, la Guadeloupe, le gros cas est très implanté, très présent. Il y a du gros cas jazz et tout. Et en fait, en Guadeloupe, c'est particulier parce que c'est tellement ancré que, en fait, quand on n'a pas les tambours en Guadeloupe, on fait des boulas. Boulas, c'est un rythme. Et on appelle ça les bouladjels. Alors, bouladjel, c'est pour ça que j'écris ça sur l'album. C'est quelque chose qu'on fait avec la bouche. Et quand on n'a pas les tambours, on peut le faire à la bouche. Zoom, zap, zoom, zap, zoom, zap, zoom, zap, voilà. Et ça, les bouladjols, c'est vraiment, on n'a pas le tambour, mais on le fait pareil. C'est l'espèce de onomatopée. Et c'est très important, c'est dans la culture. Et je voulais justement un des spécialistes, René Geoffroy, et qui est incroyable parce que lui, il est venu. D'ailleurs, c'est la première personne que j'ai enregistrée sur l'album. Donc, et il a donné le ton et la direction de l'album. J'ai dit, il a fait ça, eh ben quoi? Eh ben oui, c'est comme ça que je vais aller. C'est dans cette direction-là, parce qu'il a posé une voix et tout d'un coup, le truc s'est ouvert dans ma tête. Ça s'est surtout dessiné en disant voilà, je vais aller par là et je vais aller jusqu'au bout par là. Ah, ça, c'est pour dire que c'est un musicien full rythme. Déjà 2 batteries, 2 percussionnistes et il par-dessus, il rajoute une voix qui fait des onomatopées, des poutoutou. C'est ça, exactement. Incroyable. Coco, mais c'est bien, Coco. Exactement. C'est cool. Ah ouais, non, mais c'est vrai que c'est. En fait, t'as fait ton CD, ça a été enregistré en combien de temps, ça, pour avoir tous tes invités, là? Alors, j'ai commencé alors, René, je parlais de René. René a commencé en février 2020. J'ai commencé un petit peu en mars, avant le confinement. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai commencé les premières sessions et la semaine suivante, je devais continuer et on a été confinés en France. Donc, les sessions se sont annulées. Donc, du coup, voilà, on annule. Donc, du coup, je suis resté à la maison. C'est pas plus mal parce que du coup, je suis resté beaucoup à la maison comme tout le monde. On n'avait pas le choix. Mais du coup, c'était là un moment de création où me dire, je peaufine. Et rencontre avec, on planifie avec Manu Katché que dès qu'on sort, on enregistre. Et après, au mois de juin, je crois, je me souviens plus, au mois de juin, donc fin de l'album. Et juillet 2020, il était mixé, quoi. Après, ce qu'on a fait, c'est que la maison de disques souhaitait le sortir au mois de novembre-décembre. Malheureusement, on a été reconfinés, donc ils ont attendu. Et là, ils ont donné une date, définitive. Qui est un vrai bébé, 9 mois après. Mais c'est ça. Non, mais quelque part, toutes les planètes sont alignées sur cet 4 album. juin. Qu'est-ce que c'est le 4 juin, là? Il y a un truc qui se passe le 4 juin, à part l'album. Ouais. Je sais pas, faut qu'on regarde la lune, il y a un truc qui va se passer. C'est clair. Since 1966 va voir le jour.
Dis donc, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai vu. Qu'est-ce que tu fais en Guadeloupe? Tu voulais Alors justement, je fais de la promotion sur l'album. Donc, je profite d'un passage pour faire la sortie mondiale et nationale, justement en Guadeloupe, puisque je suis guadeloupéen, donc c'est parfait. Et le 5, je pars en Martinique, pareil, faire de la promotion. Donc, je fais toutes les radios, les télés, sur le net aussi. Voilà, je suis hyper actif. Et avant, pourquoi je suis venu aux Antilles aussi? Pour 2 autres projets qui tiennent énormément à cœur. Le premier, il s'appelle Music Lab. Alors, Music Lab, c'est un concept que j'avais monté en 2019 avec mon épouse. Et c'était des concerts au départ. C'était des concerts qui avaient lieu en Martinique. Et donc, l'idée, c'était de mélanger un peu les univers, quelque part un peu ce que je fais sur mon album. Je les mélange un peu des univers. Mais là, c'était en live. Et donc, à l'issue de ces 2 mois de concert en 2019, on s'est dit, bon, j'avais invité des jeunes. Et le maire de Fort-de-France, de la capitale, il me dit, c'est super Music Lab, j'adore, mais je trouve qu'il y avait peut-être pas assez de jeunes. Et je lui dis, je fais le même constat. Et le maire me dit, vous savez quoi, on va aller les chercher, ces jeunes-là. Donc, Music Lab, c'est un concept qui a duré 1 an. Il y a eu 2 auditions. Et donc, on a cherché, on a fait des auditions et on a trouvé des jeunes. Et finalement, donc c'est pour ça que j'étais là les semaines auparavant, parce qu'on a trouvé 6 jeunes qui sont extraordinaires. Il y a un petit gamin qui a 13 ans qui joue du piano. Il y a une bassiste qui joue de la basse. Il y a un joueur de steel drum. Et ce qui est génial en Music Lab, parce que grâce à mon relationnel, le paniste, par exemple, il dit, moi, mon rêve, c'est de jouer avec Andy Narel. Et comme Andy Narel, j'ai déjà parlé du projet, il me dit, mais moi, je viens sur ton projet Music Lab. La bassiste de 16 ans, elle me dit, moi, j'adore Michel Alibo et Stéphane Castry. Et je dis, ça tombe bien. Il nous vend du rêve. Dis-moi, Pascal. Ça tombe bien, ma grande, parce que voilà, tu vas jouer avec Michel Alibo. Pascal, oui. Qu'est-ce que tu fais à Lyon? Tu n'es pas à la Guadeloupe et à la Martinique? Oui, c'est ça que j'allais dire. Oui, qu'est-ce que tu fais là-bas? Je suis en train de me poser la question en même temps que j'écoute Jean-Philippe. Là. Non, mais il va venir. Pascal, le prochain voyage, il est avec nous. C'est pas négociable. Il faut faire la tournée, là. Ah oui, c'est clair. Mais franchement. Et donc, Pascal, c'est toi qui s'occupe de la tournée en France, parce qu'il va y avoir des choses qui vont se passer quand même. Oui, on est en train de travailler sur la tournée. Évidemment, ce qui est pas simple, c'est que les places sont prises parce que les concerts ont été décalés 1 fois, 2 fois. Donc, pour trouver une programmation où il y a une petite place pour un artiste qui arrive, pour le coup, cette année avec un nouveau challenge, c'est pas simple, mais il y a bien sûr quelques pistes. Beaucoup de gens sont intéressés par le projet de Jean-Philippe et de le voir sur scène parce que moi, je peux en témoigner. Bon, il y a à son nom sur une scène, comme il l'a fait à Francheville, c'est plein de plaisir, c'est des sourires, ça joue terriblement. Et donc voilà, c'est ce qui nous fait aller dans des salles de concert. C'est écouter de la bonne musique et puis passer un bon moment avec des gens qui prennent du plaisir sur scène. Coco, voilà, est allé voir des concerts avant qu'on puisse sortir les voir, nous. Coco. Un jour, il y a quoi? Il y a, je sais pas, 2 mois et demi, tu es allé voir un concert. C'était un événement, elle est sortie pour voir un concert. Le mois passé, on a eu entre 2 confinements, ça n'a pas duré. Et les concerts, c'était à 17h30, un truc comme ça, parce qu'on devait rentrer pour 19h, donc… Quoi qu'il arrive, de toute façon, il y aura des concerts sur Paris à la rentrée et autour de Lyon, quoi qu'il arrive. Il va se passer des choses, donc à suivre sur le site de Jean-Philippe. Donc, il va falloir qu'on suive ça, nous, toutes les 2. Ah oui, avec plaisir. Oui, parce que bon. Et puis, je crois que j'ai entendu dire qu'il y aurait une programmation au Canada, mais pour le moment, c'est encore un peu… Mais bon, c'est possible. Oui, et tu vas en parler à Rimouski. Oui, mais ça ne sera pas cette année, ça va aller l'année prochaine. Ils sont ici, il ne se passe pas grand-chose. Dis-moi, Jean-Philippe, il y en a des fanfans, chanteurs, percussionnistes. Il n'y a pas personne de ta famille sur ton disque? Si. Thierry. Déjà, il y a mon frère, Thierry Fanfan, qui était dans le casting des musiciens, qui était le numéro 1 en casting, parce que Thierry, c'est mon frère et en même temps mon bassiste, parce que donc c'est bien sûr qu'il est là sur cet album, évidemment, ça c'était même pas négociable ça, qu'il soit pas là. Sinon. Ah oui, non, mais voilà, voilà, Thierry fait partie des gens où en dehors de que ça soit mon frère, c'est musicalement, c'est un musicien que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup d'admiration pour Thierry, donc et il le sait. Donc, bien.
Eh bien, donc Thierry, c'est un musicien exceptionnel là, qui accompagne sur la tournée mondiale Ibrahim Malouf actuellement. Et moi, Oui. j'ai une petite anecdote dans un magasin lyonnais, magasin de guitare lyonnais qui était tenu par un ami. Et on avait quand Thierry était venu pour un concert sur Lyon, on était passé dans le magasin de mon ami. Et donc pourtant, il est bassiste à la base, mais enfin, il a pris une guitare acoustique, il a joué quelques notes. Et puis, nous sommes repartis et mon ami m'a appelé, m'a dit, tu sais, Pascal, des guitaristes, j'en vois passer des tonnes, hein, mais des comme lui, j'en ai rarement vu. Et pourtant, ça avait duré vraiment très peu de temps. Donc, il a quelque chose d'incroyable. Il a un jeu de fou. Puis quand on le voit sur scène, notamment avec Ibrahim Malouf actuellement, il amène une rythmique. Enfin, il a un groove de donc, dingue. il y a le frangin sur tous les morceaux à la base, quoi. Non, non. Thierry a joué sur 3 ou 4 morceaux. Mais non, je me suis fait plaisir aussi parce qu'il y a des bassistes de chœur aussi que j'adore. C'est des frères de chœur comme Michel Alibo. Il y a Guy Nsangé, il y a un bassiste camerounais qui est extraordinaire. Il y a Laurent Verneret que j'aime beaucoup aussi. Non, je me suis fait plaisir. Pour les musiciens, le casting, j'avais envie des gens, voilà, il y a un vrai partage. Oui, Stéphane Castries. Donc, et Stéphane Castries. Vous voyez Laurent quand il venait à Marrakech en vacances. Ah, c'est vrai? Il y a des anecdotes là. Pas mal. En parlant d'anecdotes, raconte-nous, quand tu as débuté, c'était avec Angélique Kidjo. Ça fait longtemps que tu as pas joué avec elle? Alors, j'ai joué avec elle l'année dernière dans un remplacement parce que son batteur, je ne sais plus où il était. Et donc, j'ai remplacé quelques concerts avec Angélique. Et franchement, j'étais content de la retrouver parce que ça faisait très, très longtemps que je ne l'avais pas vue. Mais Angélique, j'ai vraiment commencé avec elle, hein, ça c'est clair. Non, j'ai commencé avec mes parents dans la chronologie. Donc, j'ai commencé dans le groupe familial. Mais après, ma première artiste, on va dire, en dehors des parents, c'était Angélique Kidjo et j'avais 21 ou 22 ans. Et ce qui est génial, c'est qu'Angélique, quand elle a signé une boîte américaine, elle a fait son album à Miami et elle a dit non, mais moi, quand on va tourner, je veux mon équipe française, je veux mon équipe de musiciens. Elle a imposé ça. Donc, elle aurait pu jouer avec des musiciens américains. Elle a dit non. Et ce qui est génial, c'est que moi, à 21, 22 ans, je ne vais pas retourner avec Angélique qui commence à cartonner. Et première, 22 ans, 2 semaines aux États-Unis, 1 semaine au Japon, 1 semaine en Australie, 15 jours en Angleterre, tous les pays anglophones. Et je me suis dit, mais c'est ça la musique, c'est trop bien. Moi, j'adore, je vais en faire mon métier. Tu es allé où en Australie? Sur Sydney, Brisbane? Tu es allé où? Voilà, on a fait exactement. On a fait. Press Club, tu as fait le Press Club? Non, peut-être pas. Oh là là, non, c'est vieux parce qu'il avait 22 ans. Mais on a fait, je me souviens, on est parti je crois que c'est même 10 jours en Australie. Et je me souviens de Perth, je me souviens de Brisbane, je me souviens de Melbourne, de Sydney et je ne sais plus encore. Adelaide, c'est ça? C'est ça. Ouais. Et les kangourous. Voilà, et exactement. Les kangourous. Dis-moi, comment ça fait? Non, mais parce que moi, je fais, tu sais, nos émissions sont vues aussi par du tout public. Et il y a des noms quand même assez mythiques. Ça fait comment quand on est batteur à côté ou derrière Tania Maria quand même? Ah, Tania, alors c'est une rencontre incroyable. En fait, Madame Énergie, quoi. Ah oui, c'est clair. J'ai beaucoup voyagé avec Tania Maria. J'ai fait le tour du monde. Et Tania, en fait, je l'ai connue par Thierry, en fait, par mon frère qui jouait déjà un petit peu avec elle avant moi. Et donc, un jour, Thierry lui dit, oui, j'ai mon frère qui joue la batterie. Elle me dit, ah bon, il est aussi bon que toi. Et il dit, bah, il joue bien. Et donc, Thierry, lui, partait sur, je sais plus quelle tournée. Et donc, il était plus là. Donc, elle a appelé son bassiste avec qui elle joue pendant des années, qui s'appelle Marc Berthaud. Et donc, elle a dit, bon, ben, Thierry est parti, je vais appeler notre frère pour voir, quoi. Et donc, du coup, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait, quoi. Et donc, j'ai commencé les tournées avec elle. Ça s'est plutôt bien passé. Elle m'a rappelé. Et en fait, Tania, elle m'a beaucoup appris dans le côté. Comment tu te positionnes quand tu joues avec elle? Elle te demande des fois. Non, c'est pas une audition. Hein. J'ai fait une répétition avec elle et comme beaucoup de jazzman d'ailleurs, elle te dit pas ce qu'elle va faire. Donc toi, tu écoutes les morceaux avant, tu t'imprègnes de son univers. C'est comme Rhoda Scott, pareil. Voilà, exactement, que je connais, que j'adore Rhoda Scott. Donc tu t'imprègnes de son univers, tu écoutes bien les morceaux et lorsque tu vas répéter avec elle, elle fait une petite intro au piano et elle joue. Et c'est à toi de rentrer dans le morceau. Il n'y a pas de décompte, il n'y a rien, quoi.
Et Pascal, t'as vu, c'est facile la batterie, Pascal. Hein, Ouais, je m'en rends compte. Bah, je vais m'y mettre à partir de demain. Je me lance dans le métier. Faites attention, monsieur Fanfan. Faites attention. Ouais. Et Jean-Philippe, tu rentres et tu joues et tu fais la musique. Et puis voilà. Voilà, non, mais Tania, c'était ça. Et j'ai appris, franchement, je crois que c'est l'artiste avec qui j'ai le plus appris. Parce que moi, j'ai été un peu scolaire. 1, 2, 3, 4, on donne le tempo, tout le monde part ensemble, on s'arrête, on a bien répété. Mais pas du tout. Là, elle joue, elle fait une intro et elle te fait un signe. Et c'est parti. Et à toi, surtout, faut pas se tromper de morceau. Parce que si tu penses que c'est un morceau et tout, non, c'est pour ça qu'il faut rentrer dans l'univers. Mais Tania, j'ai vécu mes plus beaux concerts avec elle. J'ai des concerts, des souvenirs au Brésil. Elle m'a emmené à Sao Paulo, on fait un concert et à un moment donné, elle parle comme ça en portugais et tout, brésilien. Et puis elle parle. Et puis elle dit, let's play. Et là, elle joue. Et je sais pas du tout le morceau. Mais le fait qu'elle avait teint, et moi, j'ai commencé et je me suis rattrapé pour rattraper le morceau qu'elle voulait entendre. Mais ça, c'est une sensation de se dire, waouh. Et elle te regarde avec un petit sourire. Parce que quand tu es batteur, que tu accompagnes des grandes dames comme ça, ou par exemple des gens, peut-être tu l'as accompagné par exemple des dames comme Lise McComb, c'est-à-dire des femmes habitées. Ah oui, c'est clair. Quand tu es batteur, tu ne dois pas déranger, tu dois être quand même dans leur jeu, quoi. Mais il y a une énergie, une puissance. Alors, c'est clair que toutes ces femmes-là, elles ont une puissance et une âme tellement forte qu'elles inondent. Ça, c'est clair. Donc, toi, en tant que batteur rythmicien et un peu garant du tempo et du groupe autour, c'est comment tu arrives à capter l'âme et comment tu arrives à prendre tout ça, digérer et de redistribuer un peu à tout le monde, quoi. Donc, l'idée, c'est vraiment du partage et puis beaucoup d'écoute et surtout, j'ai envie de dire, ça, c'est le mot très important, beaucoup de respect. Les musiciens, en fait, et quand on est avec une artiste ou un artiste, il faut déjà respecter l'artiste et le musicien et la personne. Ça, c'est le plus important. C'est le Voilà, d'aller dans son jeu. Parce que lorsqu'on joue juste pour dire, ah ouais, mais écoutez, ok, je joue avec un tel, elle est connue, mais moi, écoutez, moi, viens, on parle de moi. Ça marche pas comme ça, la musique. C'est vraiment quelque chose de complètement, c'est fort, c'est fusionnel, quoi. La musique, c'est quelque chose de fusionnel. Et s'il n'y a pas la fusion, ça ne marche pas, quoi. La sauce, ça prend pas, quoi. Donc, voilà, il faut respecter les gens avec qui on travaille, les écouter et en fait, si on fait ça, ça marche, quoi. Mais c'est pas évident, hein, c'est pas évident parce que des fois, lorsqu'on est musicien, on a envie de s'écouter, on dit ah tiens j'ai fait ça. D'ailleurs c'est marrant parce que souvent des musiciens après un concert vont dire oh là là c'était pas bien, j'étais pas dans le concert, j'ai pas aimé ce concert. Et en fait les gens qui étaient là, ils ont adoré le concert et des fois on enregistre le concert et la personne qui disait ah j'ai pas aimé le concert, peut-être une semaine, 2 semaines, un mois après, il réécoute le concert, il dit ah, c'était bien. Donc, comme quoi, c'est complètement subjectif. C'est comment tu es toi. Mais ça, ça t'appartient à toi-même. Mais par contre, ce que tu distribues aux autres, ça, c'est autre chose. L'écoute, c'est vrai que c'est très important. Par exemple, tu vois, quand j'avais écouté Janicette et que j'avais vu son mari à la batterie avec le percussionniste, ils étaient presque sur la scène imbriqués l'un dans l'autre. Et qu'en fait, carrément, ils s'harmonisent magnifiquement alors que tout à fait. Ouais. Beaucoup de cymbales, beaucoup de jump, d'accord, de percussion. Et la percussion, c'est délicat quand même je veux dire, un duo de batterie, c'est quand même pas évident. Non, c'est clair. Alors, c'est vrai que batterie-percu, c'est assez complémentaire, mais batterie, ça peut être très vite bavard, très vite brouillon parce que du coup c'est des instruments sonores, il y a des cymbales, des caisses claires qui sont assez des tomes. Donc c'est vrai que il faut une vraie une vraie entente, une vraie communion quoi. Et je suis content parce qu'avec Manu Katché ça a marché quoi. Une synergie, ouais, ça a vraiment marché et je pense qu'on ressent ça quoi. Parce que c'est pas de batterie. Coco, sur Québec, Montréal, tu as des batteurs favoris? À Montréal, des batteurs favoris? On en a quelques-uns avec l'Orchestre national de jazz. Il y a Kevin Warren. Ici, on a aussi Jim, comment il s'appelle? Il a joué avec le grand pianiste, pas Oscar Peterson, mais avec, j'oublie son nom. C'est pas grave, c'est parce que tu as les lunettes jaunes, c'est pour ça. C'est ça. Mais on en a quelques-uns. D'ailleurs, la révélation Radio-Canada de cette année, c'est un saxophoniste qui s'appelle
Julien Filion et son quartet, c'est 2 saxophones et 2 batteries. Oh, c'est original, c'est très bien. Oui, Original. donc c'est fort sympathique comme quatuor et ils vont faire une belle tournée d'ailleurs. Donc Jean-Philippe, donc ça sort le 4, c'est-à-dire on est le 2 là. C'est dans 2 jours, le petit bébé. C'est un peu d'artifice, ça passe à la télé, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je pense que, je sais pas. Je pense déjà, je sais pas si vous voyez mon cadre, mais je sais pas si on voit. Ah non, Il y a la mer derrière, donc déjà, ça va. je vais prendre un bain de mer et je vais dire, alléluia. Soutiens-nous, Pascal. Bah moi, j'ai la Saône qui passe à Lyon, mais je me baignerai pas là-dedans, ça c'est sûr. Moi, j'ai le lac d'Annecy, c'est pas mal. Pas mal. Non, mais c'est vrai que le 4, c'est une date vraiment importante pour moi, ça c'est clair. Et donc, le 4, ça va être pour moi le commencement d'une belle aventure. Voilà. C'est le moment où ça y est, quoi. Tout d'un coup, ça fait quoi, sortie d'un album, Pascal? Sorti, c'est-à-dire, il est sur toutes les plateformes, le 4. Ouais, oui. Il est effectivement donc sur toutes les plateformes connues, Deezer, Qobuz, Spotify, etc., Apple. Donc, il sera sur toutes les plateformes digitales. Il sera en commande éventuellement à travers le site internet de Clart, qui est Clart Label, qui est la maison de disques. Donc, on peut acheter le disque en physique à partir de vendredi. Et puis après, il sera distribué plutôt à la rentrée avec dans les magasins et puis plus facilement un petit peu de partout. Mais c'est vrai que cette date du 4 juin, elle est importante pour Jean-Philippe parce que nous on a l'impression que tout le monde le connaît cet album parce qu'on l'a déjà écouté. Moi je l'ai écouté 1203 fois, je pense exactement. Mais on veut le mettre dans les playlists. Mettez-le dans le playlist et puis et on a hâte de découvrir un peu ça. Encore moi, bien sûr un peu moins que Jean-Philippe parce que Jean-Philippe c'est vraiment son bébé. Mais moi j'ai hâte de voir tout l'amour que les gens vont porter à cet album et tout cet amour-là, il le mérite tellement. Donc voilà. Donc moi j'ai vraiment hâte de voir les commentaires. Déjà, moi je suis les réseaux sociaux avec toutes les posts qui sortent, qui parlent de la sortie de l'album. Il y a beaucoup d'amitié autour de Jean-Philippe, beaucoup de plaisir de le voir faire son album, donc beaucoup d'attentes. Et voilà, j'ai hâte de voir une fois l'album sorti, l'album écouté, les 9 titres dévorés, voir comment les gens vont réagir, mais je suis pas trop inquiet. Dis-moi, Jean-Philippe, tu as joué tous les morceaux sur la même batterie ou tu as changé de batterie? Non, j'ai voulu un album homogène au niveau du son. Donc, j'ai joué sur la même batterie. Voilà, l'idée, c'est que quand on parle, d'ailleurs, on avait fait un dossier de presse avec Pascal et on dit souvent dans le dossier de presse un album, un live. C'est-à-dire que c'est vrai, j'ai conçu l'album aussi où je me dis, quand on va l'écouter, on sent qu'il y a du live. On sent et l'idée, c'est que quand je vais faire des concerts en live, on retrouve cette énergie et ce son live, quoi. Donc oui, j'ai voulu vraiment. Je me suis pas. J'ai pris du bon matériel, mais assez polyvalent et dans le sens où je me suis dit il y a une continuité. J'ai vraiment comme si on va voir un concert et voilà, on découvre l'univers de l'artiste, quoi. Mais en parlant de réseaux sociaux, c'est vrai que moi je suis super touché là. Avec Pascal, on faisait le constat. On est à 11 000 vues sur le teaser. Et c'est vrai qu'en une semaine, il y a déjà 11 000 vues. Donc, on se dit, waouh, il y a des gens qui attendent cet album-là. Donc, c'est super, quoi. On est vraiment hâte. En tout cas, moi, je vais diffuser. Coco aussi. Ah, super. C'est Coco, sûr. Elle diffuse dans une quinzaine de radios au Québec et au Canada, plus sur Jazzcast. Coco, c'est la reine Coco. Merci les filles. Franchement, merci. Bon. Alors, est-ce qu'il y a des titres, vous, qui sortent un peu de cet album-là, Christine qui a écouté, ou Coco? Non, moi j'ai bien tout aimé. Oui, alors maintenant, moi je voulais voir le personnage parce que maintenant j'ai bien Jean-Philippe Fanfan, tu vois. Et alors je vais réécouter tout ce qu'il m'a dit. Mm-hmm. Oui, maintenant on l'écoute d'une autre façon. Maintenant qu'on a eu la chance de parler avec toi. Et c'est marrant. Tu as beaucoup réfléchi sur la place des voix ou pas, l'ordre des morceaux sur la place des voix? Alors oui, sur l'ordre de morceaux, j'ai vraiment réfléchi. Je ne savais pas au début par quel morceau commencer, quelque chose de plus doux, quelque chose de plus… Et finalement, quelque part, encore une fois, les planètes s'étaient alignées pour cet album.
parce que lorsque je commence, l'album commence, c'est une flûte qui commence. Donc, c'est la flûte de Max Mona. Et la fin de l'album, c'est donc une lueur d'espoir, et ça finit par la voix d'Ancilla. Et Ancilla fait une voix un peu aiguë, et comme c'est une excellente chanteuse, elle fait une espèce de suraigu. Et ce suraigu, quand on écoute, on pense que c'est une flûte. Et beaucoup de gens m'ont dit, ah, c'est génial, tu as commencé ton album avec une flûte, et tu finis avec une flûte. Sauf que Ancilla, c'est pas une flûte, c'est sa voix, en fait. Et en fait, quelque part, il y a eu un lien quelque part. Avec tout ça et quelque part oui l'album je pense qu'il est bien construit quoi, il est bien pensé, on peut vraiment l'écouter dans la continuité. Il faut savoir qu'il va y avoir des vinyles bientôt qui sont en préparation et je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment l'objet, donc l'album va sortir aussi en vinyle parce que voilà l'objet c'est bien d'avoir cet objet là aussi quoi. Cool. Oui. Ancilla, ce qu'elle a aussi, c'est qu'elle est très très juste. Elle a une voix vraiment magnifique. Hein, le pitch, il est waouh. Voilà, oui, bah merci. Non, c'est vrai que Ancilla, elle a apporté cette touche-là qui était, en fait, souvent, juste quand tu parlais de discours quelque part, lorsque j'ai dit à chaque musicien, chaque artiste d'intervenir, je leur racontais l'histoire avant, en fait. Donc, ce que j'avais envie d'entendre, c'est-à-dire pour les mettre vraiment pour qu'ils se mettent en condition d'enregistrer. Pour moi, mais dans le style pour. Et non pas, bah écoute, carte blanche, vas-y, puis on va voir ce que ça donne, quoi. Pas du tout. J'avais vraiment une story et je tenais à vraiment qu'ils aient toute l'histoire avant qu'ils puissent entamer la première note, quoi. Donc ça, c'est super important. Et du coup, les musiciens ont joué différemment. Je sais que moi, personnellement, quand on m'appelle pour une session et on me raconte l'histoire, je suis beaucoup plus impliqué parce que c'est comme les enfants, on t'a raconté l'histoire, donc tu te dis, bah, ok, à moi d'y participer maintenant, puisque l'histoire, je la connais. Alors, quand on ne connaît pas l'histoire, on donne une partition, et on te dit, tu as juste interprété, on sait le faire parce qu'on est des musiciens pros, donc ça, je sais faire, interpréter la musique, on me donne une partition, ça, je sais faire. Mais lorsqu'on te raconte vraiment l'histoire et tout, c'est une autre façon d'interpréter la musique. Et ça me touche beaucoup. Il faudra quand même faire une chanson pour Pascal, un de ces quatre. Ah, il le mérite, hein. Il le mérite. C'est d'ailleurs mon grand regret. Moi, je vais faire une compo pour les lunettes de Coco, là, sur mon album Lunettes. Là, Pascal, il faut que tu fasses un truc. Je suis un peu déçu parce que la dernière fois, Christine, tu avais mis des lunettes avec une inscription, je trouvais ça génial. Et à là, la maison de l'amour, les Gucci. Ah ouais, là, il n'y a rien de marqué, je suis un peu déçu, quoi. Oui, mais c'est des Céline. Alors, tu comprends, la québécoise, là, les Céline, tu vois. Ouais. Bon, messieurs, moi, je vous fais un gros bisou. C'est Coco qui va clôturer ce joli interview. Attends, je te fais une petite vidéo pour dire ne bouge pas. C'est parti, voilà. Alors, dis-moi. Oui. Je suis très content déjà et c'était super cette interview. Donc, merci à vous les filles. Merci. Coco, en direct du Canada. Donc, voilà. Voilà, Montréal, Annecy. Oui, merci beaucoup, mon cher Jean-Philippe Fanfan, d'avoir pris ton temps pour nous. Merci beaucoup, toi aussi, Pascal Le Goff. Merci de tes anecdotes. Merci d'avoir pris votre temps pour Vue sur le jazz international. Alors, on se fait un petit coup en antenne. Allez, on se fait un petit bisou en antenne. Allez, à bientôt. Au revoir. Salut. Salut.